Déjà, elle n'a pas tort quand elle dit que j'ai toujours été dans sa vie, parce que quand j'étais gosse, adolescente, j'étais à Deauville, au lycée de Deauville, et j'ai vu le tournage d'Un homme et une femme. Et j'ai eu une punition même. Parce que c'était l'ancien lycée de Deauville qui maintenant c'était un ancien hôtel, donc il y avait il y avait 5 ou 6 étages. Et donc je voyais, ma place était près de la fenêtre, parce que peut-être que le cours de maths ne m'intéressait pas, et je voyais une voiture, une Mustang faire une chorégraphie sur le sable, et je regardais, et je voyais un tournage de film. Et dans ce film, c'est des films de Lelouch, que vous allez voir ce soir, Un homme et une femme, avec Annie Aimé et Jean-Louis Trintignant. Et j'ai eu une punition. Donc à cause de madame, j'ai eu une punition. Et donc j'ai dû revenir, c'était le jeudi à l'époque, parce que j'ai regardé. Mais peut-être que cette punition est plus importante que le reste parce que ça m'a donné, c'est une des pierres de mon amour pour le cinéma. Voilà. Donc elle ne se connaissait pas, mais quelque part, il y avait un grand coordinateur ce jour-là. Et alors, comment est-ce qu'on alors ensuite j'ai été casting director, certainement, mais c'est à l'époque où elle n'était pas vraiment en France, vous l'avez vu dans le film, où elle était en Angleterre. Et ensuite, je l'ai revue, mais on ne se connaissait pas trop quand j'étais casting. Et c'est vrai que les quelques fois où je l'ai rencontrée, elle était avec Dalida, parce que nous allions dans un restaurant qui était à Montmartre, et Annie, qui est une femme de Montmartre, elle vit à Montmartre, et Dalida vivait à Montmartre, et c'était assez touchant de voir ces deux femmes, deux légendes, dîner en tête à tête. Je les voyais souvent dans ces restaurants, pas du tout dans la lumière, plutôt dans l'ombre, peut-être aussi par pudeur et par timidité. Et moi, je connaissais Dalida. Souvent, on imagine que Dalida, c'est une femme de paillettes et de femme un peu peut-être superficielle. Et c'est tout à fait le contraire. Et c'est une femme très, très profonde. Et j'ai adoré les voir ensemble. Et c'est là où on s'est vu plusieurs fois. Et ensuite, quand je suis devenu agent, j'avais très envie de m'occuper d'elle. Mais il y avait un petit problème, enfin, c'était compliqué. Et en fin de compte, quand le problème a été réglé, j'ai tout de suite pu appeler Anouk, et j'ai dû m'en occuper une dizaine d'années. Maintenant, tous les producteurs, metteurs en scène, tout ça, et puis mon agent, et c'est un problème. Anouk, comment est-ce que vous travaillez avec votre agent? Est-ce que votre agent vous propose des scénarios? Ou est-ce que c'est au contraire, c'est dans les scénarios que vous recevez? Comment ça se passe? C'est mon agent qui travaille pour moi. Parce que je ne bouge pas beaucoup, moi. C'est vrai, c'est lui qui pourrait le dire. Les gens sont écoutés, pas trop écoutés. C'est vrai qu'Anouk, c'est une actrice particulière. Hein. C'est-à-dire que elle y a des actrices qui sont offensives. Elle n'est pas du tout offensive. Hein. Elle attend qu'on l'appelle. Et si on lui fait une proposition, enfin à l'époque, quand je disais Anouk, il a envie de toi, t'es sûr qu'il a envie de moi? J'ai bien sûr qu'il a envie. Et t'es sûr. Donc, Anouk, elle a à la fois confiance et pas confiance en elle. Et alors, elle pense que t'es sûr. J'ai dit, bien sûr, Anouk. Donc, de temps en temps, elle va jusqu'où, c'est assez émouvant, jusqu'où le désir de la personne n'existe pas. Elle pousse vers les retranchements. Et là, si elle sent que vraiment la personne la veut, alors là, elle accepte. Mais il faut lui donner des preuves. Hein. Et alors, il faut quand même, on va s'amuser un peu. Et le problème d'Anouk, c'est qu'il faut aussi de temps en temps, je dis, maintenant, il faut travailler, Anouk. Et dans les films, tu refuses et tout ça. Et alors, elle me donne rendez-vous dans un autre restaurant à Montmartre. Pas dans le même, parce qu'il y avait vraiment une urgence. Et je raisonne à Anouk Aimé, qui est une légende, comme on peut raisonner une actrice de 20 ans. Maintenant, il faut que tu lises, il faut donner une réponse, tout ça. Il faut que tu me donnes la réponse en sortant du déjeuner. Et arrive un homme avec un chien, comment ça s'appelle, comme un labrador noir. Et Anouk, sa passion, c'est les animaux. Alors là, elle ne me regarde plus, elle ne m'écoute plus. Elle parle au labrador, le monsieur vient s'asseoir, elle le caresse, elle lui demande quel âge il a, ses maladies, tout. Et moi, je repars sans réponse. Voilà, c'est ça, Anouk.
C'est vrai, je dois avouer que c'est vrai. Anouk, dans vos choix de projets, qu'est-ce qui passe en premier dans les raisons de vos choix? Est-ce que c'est le metteur en scène? Est-ce que c'est le rôle? Est-ce que c'est le scénario? Le metteur en scène. Voilà, mais c'est le metteur en scène, parce qu'il peut tout. Le metteur en scène, il peut vous rendre meilleur, vous rendre moins bonne, vous embellir, il peut tout. Mais, alors, évidemment, les metteurs en scène du génie et des grands, il y en a, mais ça ne se discute pas. Donc, il faut voir le scénario. Le scénario, le rôle, le scénario. Et puis la rencontre. Comment rencontrer le metteur en scène? Un inconnu, un jeune, moi j'aime beaucoup travailler avec des jeunes metteurs en scène. Je l'ai fait. Et ça c'est formidable parce que il y a une rencontre, c'est pas qu'on a rencontré quelqu'un. C'est ça qui est important. Il y a une chose qui frappe quand on regarde votre filmographie, c'est qu'on a l'impression que c'est jamais une filmographie qui s'installe dans une sorte de confort, de vedette, même après des très grands succès. Il y a cette anecdote que juste après Un homme et une femme, le triomphe international du film, vous avez été submergé de propositions. Et un jour, vous recevez un coup de fil d'André Delvaux que personne ne connaissait à l'époque. Donc, comment est-ce que vous acceptez de voir les gens Eh bien, justement, c'est vrai qu'après Un homme et une femme, nous avions, on se dit, parce qu'à l'époque c'était Gérard et Boissy, des propositions incroyables en Amérique, surtout, c'était la folie. Et cet homme m'appelle, je ne connaissais pas, il avait fait juste un film qui s'appelait L'homme au crâne rasé, hein, celui qu'il avait fait. Et je n'avais pas connu, et il me demande un rendez-vous et on se voit au Flore. Il me raconte son histoire d'un soir un train, je trouve ça formidable. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est l'homme, qui était un homme formidable, la rencontre. J'avais rien vu, il y avait juste ce film que j'ai vu après. Mais c'est la rencontre, c'est les rapports. Et donc, ce qui se passe entre deux personnes qui vous disent, je trouvais formidable cet homme. C'était un homme très simple, un petit homme, vraiment, hein. Et j'ai appelé Gérard, j'ai dit Gérard. Oui, Gérard, pardon. L'agent avant. Celui qui n'a pas très bien fini. Et donc, j'ai rencontré un homme formidable. Bon, donc, il faut faire. On a été voir le film et il a dit vous avez raison. Et j'ai fait un soir à train au lieu d'aller faire un film payé avec énormément d'argent en Amérique, c'est vrai. Et au lieu de la faire Thomas Crown, c'était ça ou parce que vous avez refusé la faire Thomas Crown, que Norman J. Wilson est allé vous supplier d'accepter. C'est vrai. Mais alors, c'est pour vous dire que Anouk n'est pas une femme d'argent. C'est-à-dire absolument pas. La preuve, c'est qu'après Elle avait une femme, elle avait des propositions. Et elle a choisi André Delvaux, à mon avis, elle a dû être payée en dessous du minimum syndical. Donc ça peut vous dire, c'est aussi, ça montre la personne que c'est-à-dire que c'est les coups de cœur, il n'y a pas de plan de carrière, des actrices qui font des plans de carrière, mais à nous c'est peut-être presque un reproche même à lui faire, de ne pas de temps en temps se dire c'est peut-être intéressant de faire ça, tout comme ça. C'est vrai, c'est peut-être même pas raisonnable. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi je fais des rencontres formidables et quand je fais quelque chose, j'aime. D'un autre côté, tout le monde aujourd'hui parle d'un homme et une femme comme d'un triomphe qui a marqué les Oscars, le Festival de Cannes et tout, mais au départ c'était un petit film, une femme, c'était avec une petite équipe. Absolument, c'était 13, c'est moi qui me maquillais, mais dans Lola aussi, je me maquillais parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas assez d'argent pour un maquilleur, non. Même dans Un homme et une femme, on n'avait pas d'habilleuse. C'est la coiffeuse, que je vous donne une coiffeuse qui s'occupait des costumes. Oui, mais c'est justement, il se passe des choses. Quand vous rencontrez des jeunes metteurs en scène pour nos vies, je sais pas, il y a des jeunes metteurs en scène peut-être qui n'ont pas de talent, mais c'est la rencontre. C'est ça. C'est ce qu'il y a de moins en moins maintenant, parce qu'il y a toujours Internet, les machins, les trucs, on rencontre les gens. Et c'est justement la rencontre entre deux personnes, ce qui se passe, ce qui accroche entre nous, qui vous intéresse et tout. Et ça, je dois dire, tout est parti des rencontres que j'ai eues avec les metteurs en scène. Mais c'est aussi une chose qui frappe quand on regarde la liste des films que vous avez fait, c'est qu'on ne peut pas vous mettre dans une case, dans un certain type de cinéma,
où bon, vous avez commencé avec Jacques Prévert, André Gayat, ensuite vous avez, avec Jacques Demy, c'était plutôt la nouvelle vague, il y a eu Fellini, c'était le cinéma italien avec toute une carrière italienne. Vous arrêtez tout d'un coup pendant 7 ans de faire des films en pleine gloire, et puis après vous revenez avec l'un des titres qui, je crois, pourrait bien résumer votre démarche, si c'était par terre. Un film qui tout d'un coup remet sur... c'est parce que vous fonctionnez comme ça par coup de cœur aussi Oui, il y a des gens bien partout. Il y a des débutants bien, il y a des gens... Non, mais je vous dis, sur les coups de cœur, c'est un luxe. C'est un luxe, c'est la rencontre. Il se passe quelque chose, c'est intéressant ce qu'il veut faire, et puis il faut que je lui plaise. La rencontre avec Prévert, alors vous l'avez raconté aussi dans le documentaire, mais tout le monde ici n'était pas à la séance de tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que quand même Prévert c'est quelqu'un qui a compté dans votre vie. Oui, et bien sûr, la rencontre avec Prévert, c'est quand j'ai fait La Fleur de l'âge, c'est lui qui a écrit le scénario. Et donc je lui ai raconté la même chose, et je l'appelais Cano, c'est ça que je dis. Je l'ai appelé Anouk seulement, et... Parce qu'en fait, vous aviez fait un premier film où votre personnage s'appelait Anouk. Anouk, donc on l'a gardé, j'étais une môme, j'avais 14 ans, bon, et puis j'ai continué l'école. Et puis on m'a demandé, Carnet m'a demandé pour La Fleur de l'âge. Et comme Prévert était le scénariste, un jour à Béni, il me dit, écoute, tu ne veux pas t'appeler Anouk tout court. Quand tu auras 40 ans, ce qui m'a dit 40 ans, c'est la mort, je suis là. Il a dit, il faut un autre nom. Et il a choisi, bonjour. Il a choisi, il a dit, il est arrivé, il a dit, voilà, il faut que tu t'appelles Aimé. Il y a 2 A, il y a 5 lettres, c'est vrai que je n'avais pas embrassé. Et tu dois t'appeler Anouk. Voilà, il m'a baptisé Aimé. Et quand on parle de Prévert, c'était pas qu'un scénariste, c'était aussi... voilà, et puis il représentait aussi toute une, je dirais, un milieu, une ambiance, une époque que vous avez... Oui, mais c'est un poète. C'est un grand poète. Non? Oui. Et puis vous alliez le voir... vous alliez le voir dans le milieu de la France. Oui, non, mais on a continué à se voir. Vous savez, c'était le groupe Troner. Le grand décorateur. Oui, absolument. Et à Saint-Paul-de-Vence, il y avait tous ces gens-là. Et c'est là où il est arrivé aussi Simone Signoret, Yves Montand, tous ces gens étaient là. C'est le Picasso. Oui, tous ces gens-là. Alors, on va évidemment... Une jeune comédienne qui rencontre Picasso, Jean Genet, Prévert, Alexandre Troner, son mari Nico Papataki, elle est baignée dans un milieu, c'est-à-dire que Anouk c'est très pudique, certainement qu'elle était timide et que ces gens-là l'ont entraînée, l'ont fait découvrir la poésie, la culture, voilà. J'étais très impressionnée. Heureusement, je ne parlais pas, j'avais l'intelligence de me taire et de les écouter. Et quand même, ça m'a apporté beaucoup. Vous vous rendez compte d'être entouré de gens comme ça? Une autre chose frappante aussi, c'est que c'est une carrière qui s'est déroulée dans beaucoup de pays différents, que vous avez la chance aussi peut-être de parler plusieurs langues, mais vous avez une carrière italienne, une carrière française, Hollywood, il y a même un peu de cinéma britannique. Vous êtes une voyageuse, alors dans le documentaire. Moderne. Oui. Je suis avant-garde. Cette diversité de pays, pour vous, c'est important Je fais remarquer que j'allais avec les grands de chaque pays, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, parce que et moi, ça m'intéresse, n'importe où. Ça m'intéresse de travailler. C'est toujours la même chose. Donc, vous rencontrez des gens formidables, ils s'en moquent qu'ils viennent. C'est pareil. Le cinéma, c'est un pays à lui tout seul. Vous connaissez le cinéma, que ce soit en Italie, partout, en Inde, n'importe où, c'est le cinéma. On est un pays à nous tout seul. Partout dans le monde, je ne sais pas si je m'exprime bien.
Mais est-ce que, par exemple, Fellini vient vous faire tourner 2 films presque coup sur coup, entre-temps il y a Lola, donc La Dolce Vita et Vitelli, puis après vous restez en Italie, et vous continuez, vous installez là-bas avec votre fille. Ben non, je m'installe en Italie parce que justement, comme j'avais une fille, et il fallait qu'elle aille à l'école, et au lieu de faire des allées et venues, qu'elle ne soit pas toujours avec moi, elle allait à l'école à Rome, et je me suis installée à Rome, comme ça. Comme ça, elle pouvait aller à l'école, et comme je travaillais plus en Italie. Donc le cinéma et la vie, on fait des allers-retours en permanence. C'est la vie, hein. C'est votre vie. Oui, elle est pas mal, oui. C'est un choix, c'est un choix. Et comme disait Fellini, choisir, c'est perdre quelque chose. C'est vrai, parce qu'on lui disait, pour un acteur, vous prenez 200 personnes qui attendent pour le même rôle. Il disait, oui, c'est terrible, parce que cet acteur-là, il a le physique du personnage. Mais c'est pas un bon acteur. Celui-là, c'est un bon acteur, mais il n'a pas le physique du personnage. Alors il faut choisir, et choisir, c'est perdre quelque chose. C'est vrai. D'ailleurs, chez les acteurs, il y a ce paradoxe quand on fait un film qui est très célèbre, qui est du retentissement, on est dans un emploi. Et qu'ensuite, on peut avoir à convaincre un metteur en scène que même si on n'a pas le physique ou l'emploi du personnage, on peut peut-être le jouer quand même. Vos 2 rôles pour Fellini sont presque à l'opposé l'un de l'autre. Ils sont à l'opposé. Donc Fellini vous ayant donné un rôle disons, de glamour très séductrice dans La Dolce Vita, on aurait pu croire que c'est dans le même rôle qu'il allait vous distribuer dans le Fellini, par exemple. Mais là, vous parlez d'un génie. Oui. Un génie, c'est tout. Il a quand même fallu le convaincre. Pas du tout. Non. Non. Alors. Non, je sais ce que vous voulez dire. Après La Dolce Vita, il voulait de nouveau Marcello et moi pour Vitelli. Puis il a dit non, je ne peux pas les prendre tous les 2, c'est pas possible. Voilà. Et il revenait, et là, et là. Et il savait qu'on pouvait le faire tous les 2, évidemment. Le Piero Gherardi qui faisait les costumes et tout, il pense qu'à toi, mais il dit non, c'est pas possible, parce que le personnage c'est de l'amour, et là il ne faut pas qu'elle le soit. Non, hein. Alors, je lui dis, tu veux que je fasse un essai? Il me dit, mais non, j'avais jamais fait d'essai avec ça. Je te fais un essai. Alors, parce qu'il me dit, c'est trop joli, c'est trop machin. Alors, je suis arrivée, Piero m'a mis une perruque, j'ai arrivé avec un costume, pas de maquillage et des lunettes. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Je sais ce que tu peux faire. Je suis arrivée sur le plateau, il dit, non, comme ça on fait un essai. Il dit, j'ai pas besoin de faire d'essai, j'ai vu, ça va. Et c'est comme ça que j'ai fait. Oui, mais c'était pas pour le... Pierrot le disait, il voulait te voir différemment, pas en noir, avec la cigarette comme ça, et tout. Vous voulez voir Giulietta Massina? C'est vrai. Alors, à 2 reprises, vous avez joué des personnages, soit de l'entourage du réalisateur, parce que vous étiez quasiment l'alter ego de Massina, comme Mastroianni était une sorte d'alter ego fantasmé de Fellini lui-même. Bien plus tard, dans La Petite Prairie au Bulot, vous étiez Marceline Horitan, la réalisatrice, vous incarniez son rôle. Est-ce que vous pensez que les metteurs en scène projettent leur vie dans leur... Oui, je crois. C'est comme les écrivains, certainement, il y en a beaucoup qui projettent leur vie, je crois, ça, non? Évidemment, c'est un peu comme les écrivains, ils projettent leur vie. Les metteurs en scène, comme comédiens, le contraire de leurs femmes. Quelquefois, les femmes des réalisateurs sont insupportables, donc ils subliment sur l'actrice qu'ils choisissent. J'ai souvent vu en tant que casting directeur. Hein. Je voyais la femme du metteur en scène et je dis il faut absolument aller à l'opposé. Il faut sauter, c'est comme ça. Il y a un film qui est très important dans votre filmographie, c'est Le Saut dans le vide de Marco Bellocchio. C'est un film pour lequel vous avez eu le prix d'interprétation féminine à Cannes, tandis que Michel Piccoli, votre partenaire, avait le prix d'interprétation masculine. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce film très, très oppressant, un rôle difficile Oui, ça y est. Non, comme les autres rôles, simplement celui-là n'était pas gay. D'abord, je suis allée un petit peu voir
aussi. Il y avait des choses pour des réunions, comme ça, j'ai été voir des gens qui avaient besoin de parler. Et puis j'ai écouté Marco. Marco est un très très bon metteur en scène et il m'a expliqué beaucoup de choses. Vous expliquez parce que par exemple, vous dites que Fellini n'aimait pas qu'on lui pose des questions pour expliquer les personnages. Qu'est-ce que Oui, ça dépend. Ça dépend. Federico, il dirigeait presque chaque acteur d'une autre façon. Il y a des acteurs où il ne disait rien. Bon, c'était souvent Marcello et moi. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il pensait qu'on savait ce que nous allions... Enfin, il savait. Pardon? Je n'entends pas. Il pose une question? En fait, c'est terminé sur Fellini. Alors, mes troublés là. Moi, je suis très sensible. Fellini. Oui, alors Fellini dirigeait les situations différentes. C'est vrai qu'il prenait des gens aussi dans la rue. Et c'est vrai qu'il leur a dit quelquefois de dire des chiffres. 1, 2 et 3. Et il disait un peu plus d'amour sur le trait. C'est vrai. Mais il y avait des acteurs, c'est pas vrai, il donnait des textes et tout. Mais il prenait des gens dans la rue comme ça. Donc on riait comme ça. Mais il avait une façon, il était ou très patient avec les acteurs, ou pas patient. On disait, mais non, il exagère. Mais il avait raison. Quelquefois, il prenait son assistant. Un jour, j'arrive et je fais, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il joue, il joue de la musique. Tu exagères. Et il lui fait, on peut du forte. Tu l'engueules, écoutez, il y a 2 heures, il était assistant. Il dit, oui, mais tu l'as jamais vu aussi heureux que maintenant. Et c'est vrai. Et donc, c'est d'une façon différente. Il y a des gens, tout d'un coup, après, une prise, il s'énervait. C'était dit qu'on était comme ça. Il vient juste de le faire. Il a besoin. Et il avait besoin de crier après. D'autres acteurs, je me souviens, on avait 30 prises. On n'en pouvait plus. Il disait, ça fait rien, ça fait rien. J'ai le temps. Je suis même pas sûre que je vais tourner ce soir. Il avait raison, le gars. Il dirigeait les gens, chaque personne de façon différente. Vous m'avez dit un jour par rapport à une actrice comme Sandra Milo qui tout d'un coup, par rapport, c'est intéressant parce que tout d'un coup, tu avais trouvé maladroit. Ouais. Non, ce qui s'est passé un jour, Sandra arrive et marche comme dans 8,5. Je ne sais pas si vous avez vu 8,5, mais il nous apprend, à chaque acteur, il nous disait comment marcher, comment bouger, c'est très important. En France, on ne s'occupe pas tellement du corps, le mouvement. Et Fellini, il nous disait, par exemple, moi, il me disait, dans la Dolce Vita, de bouger très, très comme ça. Dans 8,5, au contraire, comme ça. Et Sandra Milo, dans 8,5, lui dit, tu vas marcher comme une poule. Et vous la voyez, elle marche comme une poule. 2 pas, 2 pas en arrière. Et c'est vrai que la personnalité qu'il avait, c'était très dur pour les acteurs. Parce qu'ils prenaient tout, ils voulaient tout prendre, mais il fallait toujours que vous gardiez un petit truc à vous, parce que sinon, ça n'intéressait plus. Ils voulaient, et c'est vrai. Alors un jour, Sandra arrive, et elle était toute comme ça. Je dis, mais tu es dur avec Sandra. Il dit, oui, mais regarde. Je dis, mais quoi, regarde? Elle continue le rôle. Je dis, mais c'est toi qui l'as fait. Oui, mais moi je veux autre chose. C'est cruel, mais c'est ça. Il fallait toujours garder un petit coin qui sent qu'il ne pouvait pas prendre. Et justement, est-ce que vous, Annick Aimée, quand je parlais du rôle un peu difficile du second guide, est-ce que vous faites bien, est-ce que parfois les rôles se mêlent à vous, vous faites exactement la part des choses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit couper, vous n'êtes plus... Si je suis une tueuse, je tue. Bien sûr, attendez... Le rôle ne dépeint pas sur vous? Ah non, je ne suis pas ce genre-là. Je suis une comédienne, moi. Je ne suis pas... Non. Non, alors dans Lola, je continue à danser avec ma guêpière. Ça revient inconsciemment. Et ça, chacun son truc. Hein. Et moi, je respecte bien. Il y a des gens qui sont comme ça, mais jouer, c'est non, attendez. Non. Il y a des acteurs qui sont comme ça, et pourquoi pas? Chacun fait son truc. Moi, non, quand c'est fini, c'est fini. Alors, il y a une chose très intéressante quand vous avez parlé de jouer avec son corps, parce que il y a, quand on vous voit à l'écran, il y a d'abord, c'est vrai,
ce visage, mais il y a aussi votre façon de bouger qui est extrêmement, importante dans la façon dont le film même est perçu. Et alors il y a cet extrait justement dans votre documentaire où vous racontez que Fellini vous fait enlever vos chaussures et on voit l'extrait dans La Dolce Vita et il y a la musique extraordinaire de Nino Rota.